Bien. Alors après cet après-midi très géopolitique et politique, qui évidemment, comme je le disais à l'instant, eh bien, n'était absolument pas prévu de rentrer dans une actualité aussi importante, on va essayer de partir sur des choses un petit peu plus légères peut-être, changer de phase de réflexion, qui est donc plutôt l'imaginaire. Parce que évidemment, les pôles, eh bien, c'est important dans notre imaginaire, dans nos imaginations, dans nos rêves, et on va essayer d'en parler cet après-midi. Alors évidemment, je vais commencer par une nouvelle qui a déjà été évoquée hier par Catherine Chabot, qui vient nourrir notre imaginaire polaire. Évidemment, c'est la découverte de l'épave du navire de Shackleton, donc l'Endurance, parce qu'évidemment, les légendes, je dirais, ou les épopées, les grandes épopées, eh bien, on construit notre imaginaire pour les régions polaires. On construit aussi avec un prisme parfois peut-être tronqué ou orienté, je dirais. Et pour le confirmer, eh bien, je voudrais vous lire un petit extrait de poème de Victor Hugo. Parce que malheureusement, les pôles sont souvent associés à l'effroi et aux ténèbres. Et justement, on va essayer d'évoquer tout ça avec nos amis qui sont autour avec moi de cette table ronde. Donc Victor Hugo, qui n'est jamais allé dans les régions polaires, donc il a aussi ce prisme assez particulier, il écrit dans un poème qui s'appelle « Les fins de Satan ». Dans ce cercle effrayant que les glaciers enserrent, au fond du désert blême où jamais ne passèrent les colons, les gammas, ces lumineux sondeurs, dans ces obscurités et dans ces profondeurs, sur la création par le néant conquise, au-delà des Spitzberg, des flots et des banquises, au centre de la brume où tout rayon finit, loin du jour, dans l'eau marbre et dans la mer granite, le sombre archange hiver se dresse sur le pôle, la trompette à la bouche et l'ombre sur l'épaule. Évidemment, c'est que des ténèbres, c'est que du froid, c'est des choses extrêmement violentes, on va dire. Et donc, on va essayer d'imaginer et de voir si les pôles, eh bien, c'est pas autre chose, justement. Et puis, comment on en est arrivé un petit peu à cette vision des choses. Donc, j'ai autour de moi, j'ai la grande chance d'avoir Maryse Sarraud, donc galériste, spécialiste de l'art inuit, une vieille connaissance, donc qui a sa galerie près de Beaubourg, dans la rue Saint-Méry. Donc, un endroit tout à fait intéressant pour les amateurs d'art inuit et de région polaire. Jean-Yves Pommier, qui nous vient de Nantes spécialement. Donc, eh bien, Jean-Yves Pommier, venant de Nantes, il va nous parler de Jules Verne, évidemment. Donc, c'est aussi l'importance de Jules Verne dans notre vision des choses. Stéphane Dugast, qui nous arrive enfin, secrétaire général de la Société des explorateurs français et auteur, entre autres, et on en parlera un petit peu plus loin, d'un livre tout à fait intéressant qui s'appelle l'Atlas des grandes découvertes. Et donc, on parlera de ces fameuses découvertes et on parlera aussi du magazine qu'il dirige, Embarquement. Et puis, évidemment, on ne peut pas se priver d'avoir un philosophe pour nous éclairer. C'est indispensable. Et donc, Olivier Romeau, auteur de Penser comme un iceberg, donc une vision aussi très, très originale de la perception, de l'imaginaire et des régions polaires. Eh bien, Olivier va nous éclairer aussi de cette vision philosophique. Donc voilà. Donc évidemment, ça va complètement nous changer de la science dure et de la politique de ces régions actuellement extrêmement importantes. Je voudrais commencer par Stéphane, parce que ce qui nous emmène dans l'Arctique, ce qui nous a tous emmenés dans l'Arctique, et j'espère et je pense qu'il y en a un certain nombre dans la salle qui y sont allés, dans l'Arctique ou en Antarctique, l'imaginaire, il va commencer par les cartes. Et je sais que tu as beaucoup travaillé sur la question. Et les cartes, évidemment, c'est un langage universel, quelque part. On en a parlé hier avec Fabrice Argounès aussi, qui est extrêmement important aussi pour des raisons géopolitiques, mais aussi pour l'imaginaire. Et les cartes, qu'est-ce qu'elles nous emmènent, comment elles nous font rêver, comment elles nous intriguent et comment elles nous entraînent vers l'Arctique. Et oui, Rémi, tout commence par les cartes. J'étais jeudi soir à la Vénérable Société de Géographie à faire l'exposé de mon ouvrage, l'Atlas des grandes découvertes. Alors j'ai eu l'outrecuidance de commencer de l'Antiquité et d'aller jusqu'à Thomas Pesquet. Je m'en suis voulu pendant des semaines en écrivant ce livre, puisque je me suis dit pourquoi j'ai fait ça. J'aurais dû vraiment me concentrer peut-être que sur les explorateurs polaires, puis j'ai pris tous les milieux. Et figurez-vous que dans la salle, il y avait beaucoup de têtes chez nous. On était 18h, c'est le jeudi soir, à Paris, à la Société de Géographie. Et j'ai senti, quand vous commencez à parler, une certaine animosité. Je me suis dit, c'est un livre sur les cartes, sur l'exploration. On ne va pas quand même parler d'Ukraine, de Russie. On ne va pas quand même être dans un climat anxiogène.
Et j'ai à peine démarré ma conférence en disant que ce qui m'intéressait dans les cartes, c'était ces cartes papier, ces premières cartes, ces portulans, ces cartes qu'on avait dessinées au départ, pas sur du papier d'ailleurs, sur des peaux de bêtes, etc. Et j'ai à peine commencé mon exposé, je parlais d'une carte qui est sujet à controverse, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, sur la carte de Pirée Reis, qui date de 1513, si ma mémoire est bonne, où on a une représentation de l'Antarctique. Et j'avais une animosité qui était totale avec des gens, il y en avait 3 au premier rang, et qui... j'ai regardé ces films, moi aussi, les nouveaux bâtisseurs, qui sont sur des grandes théories sur le peuplement et le fait que les hommes occidentaux n'ont pas été les premiers à éclairer, si j'ose dire, et conquérir ensuite le monde. Donc j'ai eu de cesse de dire que moi, je m'étais basé sur ce qu'il y a de plus merveilleux ici dans ce pays, c'est nos archives. C'est la Bibliothèque nationale de France, c'est Gallica. Maintenant, vous allez sur Internet, on est dans une démocratie, vous avez accès à plein de choses. Et que sur ces cartes du septentrion, du nord de l'Arctique, le dessin de l'Arctique avait mis du temps à se faire. Et je ne vous parle même pas du dessin des îles antarctiques. Et ces cartes, elles avaient quelque chose qui était plus qu'un pouvoir évocateur, plus qu'un pouvoir, un pouvoir onirique. Et que dans mon livre, justement, je m'en étais inspiré pour donner à un cartographe du monde, c'est Martine Laborde, qui m'a dessiné mes cartes, une représentation du monde où on ne soit pas toujours cap plat, mais qu'on ait une rotondité et qu'on puisse exploiter cette cartographie qui était très à plat, avec des enluminures, avec des dessins, etc. Et cette conférence m'a emmené beaucoup sur les mondes polaires, puisque ça me passionne. Et à la fin, figurez-vous que, vu que j'avais quand même trouvé réponse à tout par rapport à ces détracteurs, la personne m'a dit « Ouais, mais vous parlez trop d'océan et trop de polaire, hein, parce que les expéditions terrestres, c'est beaucoup plus intéressant. » Et tout ça pour vous dire que les pôles, les cartes font parler d'elles, que je ne pensais surtout pas avec mes vieilles cartes et mes cartes nouvelles cristalliser des passions comme telles. Juste cristalliser passion, c'est plutôt bien, mais il faut aussi un petit peu les déminer, tout ça. Et justement, et là, je me tournerai vers Maryse, parce que, évidemment, toi, tu parlais des cartes donc, qui ont été écrites par des Occidentaux, et évidemment, il y avait des habitants dans ces régions-là avant que des explorateurs y arrivent. Mais pendant de très, très nombreuses années, on a l'impression quand même qu'il n'y avait pas de pont, vraiment, à proprement parler, entre les populations autochtones et les explorateurs, donc ce qui crée aussi cet imaginaire vraiment complètement tronqué. Et donc, Maryse, toi qui es une spécialiste de l'art inuit, est-ce que l'art inuit qui est apparu assez tard, on va dire, sous la forme d'art, hein, et je pense que ce sera intéressant de le redéfinir pour les Inuits, n'apparaît qu'après la guerre, et en fait est une création complètement occidentale, mais est-ce que ce n'est pas un pont justement entre les imaginaires qui ont été créés et fantasmés par les explorateurs et justement les peuples qui y vivent ? Alors bonjour déjà, et oui effectivement, l'art inuit, même si c'est un art millénaire, puisque, alors je sais pas, j'avais fait un petit PowerPoint, je sais pas si on va pouvoir le voir, si c'est un art millénaire qui a commencé il y a plusieurs, donc 3000 ans environ, on va dire. Non, parce que c'est automatique, je l'ai fait faire automatique. Donc vous allez voir des œuvres très anciennes, hein, entre moins 1000 ans, aux alentours de 1000 ans, et déjà on voit qu'il y a une volonté d'avoir des choses esthétiques. Alors cet art existe bien sûr depuis très très longtemps, ça n'avait pas le nom d'art puisque c'était des objets utilitaires pour la plupart. Ça a évolué dans la période qu'on dit historique, c'est-à-dire la première rencontre quand il y a eu des baleiniers qui ont commencé à arriver, quand la compagnie de la baie d'Hudson s'est installée aussi en Arctique aux alentours de 1670. Et on est repassé rapidement à une période qu'on va appeler contemporaine, c'est-à-dire post-guerre. Et cette période post-guerre, l'évolution de l'art inuit a été très importante. Je parle du Canada, en particulier par la décision des Canadiens de sédentariser les Inuits de force. C'est-à-dire que les Canadiens ont sédentarisé les Inuits et la bonne solution, c'était comment sédentariser un peuple nomade, c'est tuer ses chiens. Quand il n'y a plus de chiens de traîneau, vous n'êtes plus nomade. Les Inuits se sont donc installés pas trop loin de ce qu'on appelait les postes de traite, en particulier la compagnie de la baie d'Hudson, mais le fourreur Révillon avait des postes de traite en Arctique. Et petit à petit, malheureusement, il y a eu de mauvaises années avec des troupeaux de caribous très bas, avec des mauvaises chasses, et les Inuits, ayant des difficultés, des famines, hein, il faut le dire, ont essayé de troquer les petits objets qu'ils avaient. Et les petits objets qu'ils avaient, c'était leurs amulettes, c'était un certain nombre de choses qu'ils possédaient, les
petits outils qu'ils avaient faits. Ils avaient l'habitude depuis longtemps de faire du troc, en particulier l'ivoire de morse, avec les trappeurs et les gens des compagnies qui passaient, les baleiniers aussi. Et donc, ils ont fait ces petits objets, ils ont vu que ça se vendait, ils en ont fait d'autres. L'art inuit contemporain, c'est vraiment un art de survie post-guerre. Cet art de survie, évidemment, il n'est pas neutre, c'est-à-dire qu'il y a eu une volonté ensuite du gouvernement, en embauchant un artiste canadien qui était monté dans le Nord pour son plaisir, pour les paysages, et qui a vu ce que faisaient les Inuits. Cet artiste a été ensuite embauché par le gouvernement pour essayer de porter cette bonne parole dans les différentes installations, les différents endroits où les Inuits s'étaient installés, et leur dire que si jamais ils faisaient des œuvres comme ça leur permettrait d'avoir un petit peu d'argent et de pouvoir survivre. Et donc, il y a une vraie volonté du Canada de développer cet art pour aider cette population dont ils étaient bien embêtés après les avoir sédentarisés. Et l'art inuit s'est donc développé avec l'appui des Blancs, l'appui de la Compagnie de la baie d'Hudson, avec, au départ, je dis bien au départ, une vraie volonté de plaire aux Blancs avec des choses qu'on savait qui allaient plaire. Alors évidemment, j'ai mis beaucoup d'ours, parce que qu'est-ce qui est emblématique en Arctique et qu'est-ce qui fait rêver quand on est dans le sud, c'est l'ours polaire. Et donc les Inuits savent très très bien nous faire tous les ours polaires possibles dans de très nombreux matériaux différents. Beaucoup de pierres, bien sûr, des pierres diverses. En fonction de chaque village, on va avoir accès à des pierres diverses, puisque maintenant il y a des villages. Qui vont du basalte au marbre, en passant par la serpentine, la stéatite, bien sûr les matériaux naturels comme l'ivoire de morse ou l'os de baleine. Et toutes ces œuvres sont faites dans un but d'être vendues. Ce pas des œuvres qui sont faites pour être gardées, hein. C'est vraiment dans un but commercial. Et donc ils ont développé un certain nombre de choses comme ça. Donc ça va créer un pont, mais on y reviendra. Et dans les ponts, évidemment, dans les relations entre les pôles et notre imaginaire, Jean-Yves peut prendre un micro, évidemment, il y a un de nos grands passeurs, évidemment, par peut-être le plus connu, le plus traduit dans le monde, sans aucun doute, qui est Jules Verne. Parce que Jules Verne, évidemment, il a fait, je crois, c'est un roman sur 4 parle des pôles. Donc évidemment, ça a été le grand passeur, et on en parlera plus tard, comment il a pu aussi inspirer les grands explorateurs. Mais c'est vrai que Jules Verne a, je dirais, traduit tous ces grands explorateurs du début du 19e siècle, enfin traduit, je dirais, interprété, pour en faire des romans, et donc évidemment toucher notre imaginaire, toucher l'imaginaire de la jeunesse. Oui, alors Jules Verne nous a bien aidés dans ce domaine, puisque il y a ces romans qui reprennent effectivement les thèmes, mais avant ça, ou pendant la même période, il nous a écrit une fresque historique, l'histoire des grands voyages et des grands voyageurs, qui part de l'Antiquité et qui arrive jusqu'à Franklin, pratiquement. Donc, on voit apparaître tous ces explorateurs, et notamment ceux des pôles. Et il conclut cet exercice, qui était un exercice d'historien, auquel il avait des collaborateurs, parce que c'était quand même un gros travail, en disant, ainsi donc, tout est connu, classé, catalogué, étiqueté. En gros, circuler, il n'y a plus rien à voir, on sait tout. Sauf que il a quand même trouvé des petits interstices particuliers pour y installer ces histoires dans quelques lieux quand même qui n'étaient pas tout à fait connus. Son premier roman, alors je reviendrai sur les pôles, c'était en Afrique. Il y avait une zone de flou dans la partie médiane africaine. 5 semaines en ballon, on embarque de Zanzibar pour arriver sur la côte ouest de l'Afrique. Et du ballon, il ne touche le sol que dans des lieux connus, pour voir les sources du Nil, pour voir telle ville ou à proximité de telle ville. Mais quand il ne connaît pas, le ballon se promène en hauteur. Donc voilà, c'est l'astuce de l'écrivain. Et puis après, donc dans ces romans, oui, alors là, ces romans, c'est vraiment 1 sur 4, comme vient d'être dit. Et il a commencé très tôt, parce que généralement, on met en avant les voyages et aventures du capitaine Hatteras comme le premier roman de Jules Verne sur les pôles, en 1864. Et dès 1855, il n'était pas encore reconnu comme un écrivain, mais il écrivait quand même dans le Musée des Familles, une petite revue relativement lue.
et il avait écrit un hivernage dans les glaces, qui en fait est devenu le premier chapitre du Capitaine à terrasse. Et donc là, voyez, ça veut dire que les pôles, il s'en est emparé très très tôt, et ensuite il a continué à travailler là-dessus. Alors pour le pôle Nord, il faut se remettre à son époque, au 19e siècle. On ne savait pas trop ce que c'était que le pôle Nord. Il y avait deux théories qui s'opposaient. Soit on disait il y a une mer libre de glace, donc on trouve la mer, soit il y a un volcan, un cratère, on peut rentrer vers le cœur. Quand il écrira au Voyage au centre de la Terre un peu plus tard, il partira d'un cratère plus connu parce qu'il ne savait pas où trop pour le pôle, donc en Islande. Mais pour son premier voyage à Terrasse et puis pour d'autres romans, à Terrasse quand il avance, finalement il prend un petit bateau sur l'eau et puis il arrive sur une île et dans l'île il y a un cratère et Jules Verne voulait le faire terminer son histoire, il devient fou et il plonge dans le cratère. Alors son éditeur a préféré effectivement une fin moins dure. Il est devenu fou, mais il est rentré quand même. Il faut dire qu'à l'époque, c'était quand même assez usuel parce que, donc là, on est en 1800, dans cette époque-là, mais encore plus tard, en 1876, quand Nares fait une expédition, bon, qui n'ira pas jusqu'au bout, il traînait des barques sur la banquise en se disant j'aurai une mer à traverser après, donc faut traîner des barques, ce qui évidemment ralentissait l'expédition. Donc c'était. Ouais, donc tout ça, ça a vraiment concouru justement à créer cet imaginaire. On en redevient un peu fou quand même de ces régions-là. Et puis aussi, on le voit dans tous ces textes d'explorateurs et dans les textes de Jules Verne. Je dirais, j'ai même trouvé quasiment du plagiat, je dirais, on dirait maintenant des copier-coller de certains ouvrages d'explorateurs qui ont été intégrés dans des ouvrages de Jules Verne. Il faisait un peu plus que s'inspirer parfois. Et justement, là, on va passer au côté un petit peu philosophique de notre entretien, avec un petit extrait que je voudrais vous lire, extrait du livre d'Olivier Remeau, qui, je pense, justement, nous amène à dire, mais on a beaucoup de mal à décrire les régions polaires, même quand on les rencontre, même quand on les visite. Et là, c'est ce que tu mets en évidence, Olivier, dans ce texte. Plus les navires montent en latitude, plus les glaces changent de visage. Les métaphores ne servent pas à estimer leur volume, ni à décrire leur variété admirable. Les icebergs prennent les traits de personnages de tragédie. Ils transcrivent des atmosphères spectrales, non plus une solitude glorieuse, mais des angoisses d'isolement. Les glaces éprouvent le système nerveux des explorateurs. Ces derniers notent dans des carnets leurs états intérieurs. Ils répètent les mêmes phrases, emploient les mêmes mots, éprouvent les mêmes souffrances. Quand l'imagination est luxuriante, c'est en effet de surface. Voilà, Olivier. Vraiment, je pense que ça résume assez bien cette difficulté aussi à traduire ces régions en mots et en pensée, et évidemment, ce qui nous amène aussi à développer un imaginaire qui est parfois un peu particulier. Merci Rémi pour ta lecture. Je voudrais en premier lieu confesser mon admiration pour ces pièces qui défilent devant nos yeux. C'est vraiment magnifique. Je veux absolument ce slide. J'ai un bœuf musqué qui m'irait bien dans mon... Ah oui, c'est incroyable. Alors oui, là en fait c'est un texte qui témoigne d'une pathologie dont nous souffrons tous, hein, la pareidolie, c'est-à-dire qu'on tend à prêter finalement des formes humaines aux manifestations du paysage, de la météo. Enfin, finalement, ça se passe avec les glaces comme avec les nuages. Hein. On aperçoit des visages derrière chaque forme. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, enfin, en travaillant sur cet ouvrage aussi, c'est finalement l'effort permanent qu'on trouve dans presque tous les récits en fait d'explorateurs. Et d'exploratrices aussi parfois, donc faut pas les oublier, où il s'agit en fait c'est l'opération du langage, hein. Il s'agit de revenir vers soi. Il s'agit on a du mal en fait à se décentrer complètement, et tout se passe comme si les mondes de glace en fait offraient des miroirs effectivement à beaucoup d'angoisses qui sont ressenties dans ces milieux-là. Je vous renvoie, je vous invite, si vous ne l'avez fait, à lire ce texte qui est poignant d'Apsley Cherry Garrard sur le pire voyage au monde. Enfin, telle est la traduction.
Et Resitue, Olivier. Apsley Chérigarar faisait partie de l'expédition de Robert Falcon Scott, Terra Nova, 1910-1913, et bon, qui a connu pas mal de difficultés. Et c'est un texte qui lui a d'abord été commandé, en fait, sous l'angle d'une histoire officielle. Et puis il le raconte lui-même, très bien d'ailleurs, d'une manière très personnelle et émouvante. Au fur et à mesure que j'écrivais, il a mis 9 ans à l'écrire après le retour de l'expédition, donc en Antarctique. Je ne pouvais pas faire une histoire officielle. Il fallait que ce soit un récit beaucoup plus intime, beaucoup plus personnel, beaucoup plus engagé. Et on voit quelqu'un qui se bat aussi avec le langage pour arriver à décrire précisément ces mondes qui s'emparent de vous et puis qui, dans la plupart des cas, surtout à cette époque où les conditions quand même de voyage étaient particulièrement peu adaptées encore à cette époque au milieu, qui finalement vous détruisent et vous mènent jusqu'au bord de la folie. Alors, après, on pourrait en discuter longtemps, mais l'un des premiers, du point de vue européen, qui a bien décrit d'une certaine manière certaines masses dans ces mondes-là, c'est quand même la fine fleur du royaume britannique marin à cette époque-là, c'est James Cook. Ça a été le premier à décrire les formes des icebergs, du moins dans les textes, les flows, et ainsi de suite. Et c'est étonnant que ce soit le même qui, lorsqu'il bute sur la barrière de glace au bout de son troisième voyage, qui le fait passer le cercle polaire antarctique, confesse un soulagement. Il est arrêté, il ne peut pas aller plus loin par une immense étendue de glace. Derrière la glace, il y a encore de la glace, comme dira Scott plus tard aussi. Ah, ça se perd à l'infini, quoi. Et en fait, il est content d'être stoppé dans son effort de découverte. C'est intéressant quand même d'avoir ça en tête parce que on comprend aussi un élément clé, c'est que dans ces zones-là, dans le Grand Nord comme dans le Grand Sud, il y a des instants décisifs où il y a des décisions qui doivent être prises. Et moi, j'ai en tête, par exemple, la décision de Nansen, que lorsqu'il abandonne le Fram et qu'il part en traîneau. Alors pour le coup, on en parlera un peu de Nansen un peu plus son tard, équipement était plus adapté. Il abandonne quand même non seulement son navire, mais aussi une partie de son équipage. Et il fait le pari qu'il pourra revenir via la glace dérivante sur Terre. Il faut imaginer quand même la prise de danger radicale à laquelle ça correspond. Mais on a l'impression aussi, et peut-être Stéphane, tu peux intervenir là-dessus, c'est que on a l'impression que quand on raconte une histoire, quand on vient dans l'Arctique, on se doit de raconter un certain type d'histoire. On ne peut pas dire qu'on était en t-shirt aux Svalbard. Faut forcément être avec une doudoune, même au mois d'août, quoi. Et j'ai un petit exemple comme ça, assez symptomatique. J'avais aidé un ami, enfin c'était un ami, à monter son expédition polaire. Et il a fait évidemment une expédition polaire extrêmement difficile. Et j'ai eu l'occasion de lire ses cahiers qui étaient extrêmement poignants et passionnants. Et il m'avait demandé de pencher pour l'édition de ces carnets. Et c'était vraiment intéressant parce qu'en plus, on voyait son écriture qui avait changé en fonction de son humeur, de son stress. Il est passé plusieurs mois seul. Et je trouvais ça vraiment magnifique. Et c'était vraiment brut. Mais un autre éditeur lui a proposé de l'éditer, mais il a fallu qu'il réécrive tout. Comme si l'imaginaire, enfin le vécu ne suffisait pas. Il fallait rajouter de l'imaginaire. Il fallait amplifier la force du vent, il fallait évidemment que les températures soient encore plus basses, que ce qu'il avait souffert, ce n'était pas suffisant, il fallait en rajouter. Et donc on a l'impression que dans ces régions-là, on ne peut pas se suffire de la réalité, il faut forcément, je dirais, l'envelopper, dans l'effroi et dans les ténèbres, quelque part. Oui, complètement d'accord. Et on le voit en plus maintenant, on a, dans l'écriture, on a même Hollywood qui va dans les séries s'emparer de tout ça et qui, dans ces séries, je ne sais pas si vous avez vu la série par rapport au naufrage de Franklin, c'est The Terror, ça commence à vous camper
une histoire qui est effroyable, qui est une expédition à l'issue complètement tragique, dont on vient enfin, il y a quelques années, d'avoir les clés, les indices, en replongeant un petit peu avec, comme cette expédition sur l'Endurance. Au passage, je fais juste une parenthèse, moi j'étais stupéfait de voir la coque de l'Endurance quasi intacte. On est tombés C'est- tous par terre. Moi, hein. je tombe par terre. Parce qu'on a tous dans la tête et dans la rétine ces images de Frank Worsley avec ce bateau broyé, qui semblait broyé par les glaces. Et pour moi, c'était impossible, à 3000 mètres de fond, de trouver la Mais coque si, du bateau. tout Ce qui est nous fait possible. dire peut-être que, et même sûrement, c'est que les charpentiers, les architectes marins british, de toute façon, pour aller là-bas, il fallait quand même penser à son affaire, étaient des as. Ceci étant dit, ces expéditions, évidemment, moi le premier, quand j'étais adolescent, je lisais ces récits où le froid était saisissant, où les températures étaient à moins 40, moins 50, il fallait toujours aller dans l'exagération. Évidemment, j'avais envie de goûter à tout ça. Et ce qui me fait aussi penser, quand j'ai fait tout ce travail depuis pas mal d'années sur les explorations polaires, j'ai toujours été surpris quand j'ai fait des conférences, parce que je suis un peu le spécialiste, même beaucoup de Paul Émile Victor. Je me suis intéressé à On peut Jean-Baptiste le dire. Charcot. Je me suis intéressé évidemment à Jean-Baptiste Charcot, qui est pour moi notre Shackleton à nous. Je me suis intéressé plus loin sur ces grands navigateurs, Louis-Antoine de Bougainville, sur le comte de la Pérouse, etc. Et j'avais, dans mon souvenir de petit écolier, très peu de connaissances de tout ça. Je l'avais eu dans les livres, et parce que j'avais été un petit peu plus curieux que mes camarades. Et je dis ça, c'est que quand je fais des conférences en ce moment auprès de lycéens, de collégiens ou de plus jeunes, les explorateurs, à part peut-être Jacques Cartier, où l'histoire de Michelet nous a fait apprendre Jacques Cartier, d'ailleurs, nous a pas trop fait apprendre Samuel de Champlain, c'est ce qui m'a sauté aux yeux. Et ben, dans le storytelling, j'ai pas le mot, quand on raconte une histoire, on raconte les expéditions, dans l'histoire de France, nos explorateurs, ils sont pas totalement présents. C'est en train de changer un petit peu, avec des programmes sur le fait maritime. J'espère, et je me tourne vers Laurent, Laurent, faut y penser. qu'on va mettre du Jean-Baptiste Charcot, qu'on va mettre du Paul-Émile Victor, parce que ce passé nous éclaire le présent et le futur. Et je le dis d'autant plus que le récit de cette expédition de Scott à Amundsen au pôle Sud, qui est une foirade totale du côté british, tous les écoliers britanniques, ils l'apprennent. Ils en ont fait... Voilà, il y a un côté politique aussi. Il y a un côté donc, politique, mais ils l'apprennent. Shackleton, l'Odyssée de Shackleton, qui au final est une réussite parce que tous les hommes reviennent, mais qui est une foirade scientifique, on l'apprend, on en a fait une grande épopée. Et quand les gens se tournent vers moi, ils me disent, bah oui, c'est normal, il n'y a eu aucun explorateur français qui était de ce niveau. Bah, je suis désolé, on le connaît tous, on est tous des spécialistes polaires. Jean-Baptiste Charcot, lisez ses récits d'ailleurs. Hein. Jean-Baptiste Charcot, ses récits ne vont pas dans l'exagération habituelle, dans le blanc plus blanc, dans non, la tempête. Il oublie certainement peut-être de- quelques détails, mais et voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce récit des expéditions polaires françaises, il y a des gens, il y a des figures, il y a des gens qui nous enseignent. En plus, il y a une école, on pourrait dire, polaire française. Et puis, je me suis aussi penché sur des grands oubliés de l'histoire polaire, hein, Jules Blosset de Blosseville, et des gens qui sont complètement passés sous les écrans radars parce que ou ils ont péri là-bas, ou quand ils sont rentrés, ou c'était peu recommandable comme Kerguelen, mais qui connaît tout ce qu'a fait d'Entrecasteaux. Alors lui, il est moins allé dans le polaire, mais qui connaissent tout ce qu'a fait Marion Dufresne, etc. Et c'est tout ça qui est intéressant. Et c'est vrai que pour répondre à ta question, c'est très facile quand on est, je pense, écrivain, cinéaste, d'exagérer un petit peu ce côté hostile, ce côté très, comment dire, de créer un climax qui soit tout de suite très négatif et qui nous ramène tout de suite à un danger de mort. Mais c'est vrai que quand on y est et qu'on est seul, ou qu'on est même avec un Inuit sur le terrain, ce rapport à la vie, ce rapport à la mort, mais j'ai jamais autant éprouvé cette cosmologie, cette finitude sur Terre, ce côté je suis ici, je peux peut-être mourir, mais ces paysages sont tellement grandioses. Récemment, là, j'ai eu la chance d'aller en mer de Weddell et d'assister à une éclipse de soleil totale. Et moi, j'avais Tintin dans la tête, le temple du soleil. Et je me suis jamais aussi senti vivant que de voir cette éclipse de soleil au milieu, enfin pas loin de la mer de Weddell. Et le lendemain, de me choper 10 mètres de creux. Alors c'était facile pour moi, j'étais sur le commandant Charcot. Donc par rapport à mes glorieux anciens, j'étais quand même dans une croisière 18 De luxe. étoiles, de luxe. Mais néanmoins, j'ai éprouvé cette mysticité et cette cosmologie que j'aime moi dans les régions polaires. Et bien justement, on peut rebondir avec Charcot, donc qui nous intéresse beaucoup, parce que quand Charcot partait sur son pourquoi pas,
il emmenait toute la collection de Jules Verne, justement. Et c'est ça, je pense, la grande force de Jules Verne, c'est qu'il a pris des récits du début du 19e siècle, qui étaient des récits quand même extrêmement durs, extrêmement difficiles. Il a réussi à en faire des romans. Et suite à ça, il y a des grands explorateurs qui se sont dit waouh, on va continuer l'œuvre de ces premiers explorateurs, comme Nansen. Nansen, il a un bateau qui s'appelait le Fram. Et le Fram, c'est le nom qui est donné au ballon de Robur le Conquérant dans les aventures écrites par Jules Verne. Et Nansen se revendique clairement comme un héritier de Jules Verne, comme Shackleton d'ailleurs, et donc Charcot. Et donc c'est intéressant aussi de voir que Jules Verne, il a nourri cet imaginaire au point même d'ouvrir à des vocations, quoi. Oui, absolument. Juste, je voudrais peut-être rajouter une petite chose avant de revenir à Charcot. Jules Verne a aussi écrit un livre assez étonnant en 1889 qui s'appelle Sans dessus dessous. Et ça nous parle Bouquin que aujourd'hui. j'adore. Ça nous parle aujourd'hui parce que l'idée, c'était des Américains du Guns Club qui n'avaient plus de guerre chez eux et qui voulaient s'occuper à autre chose et se sont dit, tiens, il y a une chose qui serait intéressante, ça serait de désaxer un peu le centre de la Terre, donc modifier l'axe polaire, de manière à ce que le pôle ne soit plus au centre et que les glaces fondent et qu'on puisse utiliser les matières premières qui sont richement sous ce pôle. Et donc, pour désaxer, rien de plus simple, c'était des canonniers. Donc, si on va envoyer un boulet un peu plus fort que ce qu'on avait l'habitude de faire, donc ils imaginent quelque chose, ils font des calculs très, très, très précis. Et puis, alors, Jules Verne s'entoure quand même d'un polytechnicien qui s'appelle Badoureau, qui lui a fait des calculs vraiment techniques de projection de missiles, de missiles, de boulets. Sauf que pour le roman, effectivement, l'intermédiaire fera une erreur de 1 à 1000 dans le texte, donc le calcul ne sera pas bon, ce qui apparaît dans le roman, puisqu'il ne pouvait pas l'être de toute façon, et donc ça échouera. Mais ce qui est aussi quand même intéressant, c'est que il s'inspirait c'est une idée un peu farfelue, sauf qu'il s'était inspiré d'un livre de Camille Flammarion, qui était paru quelques années plus tôt, qui s'appelait La pluralité des mondes habités, et qui évoquait la même chose. Donc les scientifiques, les vrais, pensaient déjà un petit peu à cette idée. Si on désaxe un petit peu le pôle, on pourra utiliser des richesses. Voilà, donc c'était assez visionnaire quand même. Ouais, une petite parenthèse avant de revenir sur Charcot. Alors, oui, Charcot était un grand admirateur de Jules Verne, ça c'est évident. Et il avait tous ses livres et puis il disait c'est mon modèle à moi, c'est mon repère. Dès qu'il y a un petit problème à bord, je relis Jules Verne et là je trouve la solution. Donc il rendra hommage à Jules Verne pour le centenaire de la naissance de Jules Verne. Il y aura une grande cérémonie à la Cité de Géographie. Alors, Jules Verne est né en 1828, ça aurait dû avoir lieu en 1928. Il y a eu un petit peu de retard, c'était seulement en 1929. Mais il y a eu la perte d'Amundsen en 1928 aussi. Oui. Bon, donc là, c'est Jules Verne qui était en question. Et donc, il va effectivement, à ce moment-là, parler de Jules Verne avec beaucoup d'amitié, de propos et d'emphase. Hein. Donc, pour lui, il dit « Je dois tout à ce génial auteur ». Voilà. Alors, là, on parle des auteurs, on a parlé de Larry Nuit, mais pour revenir sur le travail d'Olivier, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'à l'époque, au milieu du 19e siècle, Jules Verne, il reprend les textes des explorateurs, il en fait des romans pour exciter l'imaginaire de la jeunesse aussi, c'était aussi cette volonté. Mais il y avait aussi des peintres, et ton livre commence par justement l'étude de ce fameux tableau de Church, ce fameux iceberg, et les peintres de l'époque aussi, qui commençaient à aller sur le motif aussi, travaillent sur l'imaginaire aussi, justement sur cette perception des grands espaces polaires. Oui, tout à fait. Il travaille beaucoup sur la dimension imaginaire en fait de ces espaces, c'est-à-dire ce que ça provoque en quelque sorte comme retour de cosmos ou d'intuition, d'infini par exemple, mais aussi de la dimension existentielle. Si ça, quand même, on y a peur, quoi. Et pour rebondir sur ton introduction, j'ai observé quelque chose quand même, et c'est un peu l'un des éléments de ce livre, c'est que il me semble qu'à partir du moment où on s'intéresse plus, lorsqu'on est explorateur, aventurier, scientifique, et qu'on est embarqué dans ces expéditions-là, encore une fois dans le Grand Nord comme dans le Grand Sud, plus au vivant, c'est-à-dire à la dimension
biologiques, les autres êtres que nous. Les récits s'éclairent un peu. C'est moins sombre. Les milieux paraissent tout de suite moins hostiles. Les températures sont subitement moins emphatiquement basses, tu vois. Et je crois qu'il y a une raison très simple, c'est qu'on se met à ce moment-là à voir le monde un peu plus depuis l'extérieur, c'est-à-dire pas simplement avec nos propres outils de référence, avec nos propres biais simplement, les biais qui sont éventuellement ceux du nationalisme. On sait que beaucoup de ces expéditions-là étaient quand même suspendues à des enjeux politiques de ce type, mais à ce moment-là, on se pose des questions de cohabitation. On se tourne vers les populations locales et on dialogue avec eux, avec elles, pour leur demander comment elles vivent sur site, sur place, dans ces milieux qui sont quand même difficiles, avec telle population de vivants, tel ours, tel phoque, comment la chasse se passe, etc. Et moi, j'observe assez régulièrement, y compris du point de vue occidental, de ceux parmi les Occidentaux qui se posent ces questions-là et qui vont sur le terrain depuis le 19e siècle, et aujourd'hui aussi avec ces enjeux-là en tête, que le récit est immédiatement moins obscur, quoi. Et à ce moment-là, on comprend une chose, c'est que des régions que l'on a longtemps crues comme étant totalement inertes, dénuées de vie, mortes, désolées, hein, les terres désolées, sont en fait des terres bien vivantes, où il y a là aussi des régimes de cohabitation spécifiques, et qu'à ce moment-là, c'est ça qu'il faut décrire. Et justement, là, pour rebondir sur cette cohabitation, je pense que là, on a vu des œuvres que tu nous présentes, la Maryse, qui sont assez extraordinaires, entre autres les lithographies de Kenochua Kachevac, parce que c'est une autre dimension, parce que là, on est dans une dimension complètement imaginaire, cosmologique. Et donc, justement, là, ça ouvre encore d'autres réflexions sur l'imaginaire, et justement sur cette transmission, sur ce pont entre notre vision occidentale, qui est complètement décalée par rapport aux habitants de ces régions. Donc, on y est là. Juste l'estampe la plus célèbre de Kenochua Kachevac, qui s'appelle La Chouette Enchantée, qui a été faite en 60, et puis tout un autre panel d'estampes qu'elle a pu faire. Elle a fait des milliers de dessins pendant sa vie. Chez les Inuits, il n'y avait pas d'école, donc il n'y a pas d'interdit. Donc, en plus, dans la pensée inuite, enfin, quelque chose qu'on pense, c'est quelque chose qui existe. Et donc, elle pouvait représenter des animaux complètement fantastiques, des oiseaux, des choses comme ça, et qui, pour elle, ne posaient aucun problème d'être loin de la réalité. Pour elle, il n'y a pas de souci. C'est une forme de réalité qui est différente, en fait, ce qui existe. Les esprits pour les Inuits, même s'ils sont très christianisés, il y a toujours des esprits dans la toundra, il y a toujours un certain nombre de choses qui existent. Et c'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Et donc, justement, ça ouvre cet imaginaire. Alors, parfois, on le voit justement dans les romans de Jules Verne ou dans les récits d'exploration. Parfois, on sent que les explorateurs, quand ils sont face à des grosses problématiques, il leur manque justement cette dimension, peut-être pour s'échapper, comme tu disais aussi, Olivier, pour pouvoir changer justement de dimension, de vision des choses. Et ça, malheureusement, même encore maintenant, on a beaucoup de mal à le percevoir dans des récits d'exploration. On a du mal à voir cette vision un petit peu plus large, je dirais. On a quand même, moi, en lisant beaucoup d'ouvrages et d'articles sur ces régions-là, on a encore beaucoup de mal à voir justement cette distanciation qu'on peut avoir. On est toujours des Occidentaux dans une région qui n'est pas la nôtre du tout, quoi. Je tempère juste pour m'être intéressé pas mal. C'est une question. Voilà, mais je tempérerai juste par rapport à tout ce qui vient d'être dit, c'est qu'il y a un moment dans l'histoire de l'exploration, donc on a conquis ces pôles, ou en tout cas on était attiré par ces pôles pour leur présumer richesse, on a fantasmé dessus, donc ça a été une boîte à fantasmes, une boîte de Pandore, etc. Et il y a un moment quand l'ethnologie va débarquer, va irriguer cette ethnologie humaniste dans les années 20, dans les années 30, avec l'école de Marcel Mauss ici à Paris, avec Paul Rivet, et que pour le connaître bien, le jeune Paul-Émile Victor est imprégné de tout ça, choisit d'aller voir les Inuits d'Ammassalik, du Scoresbysson, et de s'intéresser à choper les dernières traces de la cosmologie, justement des croyances, et à se mettre à la bonne hauteur. Il y avait lui, mais il y avait aussi les Danois, il y avait aussi les Britanniques. Moi, je le glorifie parce que je suis très franchouillard. Et après, Mallory va s'emparer aussi de cette œuvre. Et là, ce qui est intéressant, pour avoir beaucoup lu les deux récits de Paul-Émile, Boréal et Banquise, c'est que là, il commence à introduire beaucoup plus d'humains. Ces épopées de chasse à l'ours sont racontées de façon comme dans Jules Verne, mais sont très plausibles parce qu'il est avec son compagnon. Il y a une exploration géographique, il y a une exploration humaine. Il nous raconte des us et des coutumes qu'on ne connaissait pas.
Mais ce qui est intéressant, c'est que Jean-Baptiste Charcot, qui est son mentor, qui est le gars, le grand explorateur qui lui a mis le pied à l'étrier, dans les premiers écrits, dans la correspondance qu'ils ont, il est très dérangé par le fait que Victor ait écrit un récit pour le grand public. Parce qu'on est encore dans une époque où les explorateurs écrivent entre eux pour les scientifiques, ou en tout cas à la Vénérable Société de Géographie, on est dans un entre-soi. Et Victor commence à transgresser les choses. Alors après, c'est ce qui va donner le bras commercial, et on va le vilipender pour ça, Connaissance du Monde, avec un explorateur, un film, des récits, et en plus il fait de l'argent avec tout ça, et lui disait je fais de l'argent mais c'est pour faire d'autres expéditions. Bref, ce qui est intéressant, c'est justement ces récits commencent à s'intéresser à l'autre, ce qui n'a pas été le cas jusque-là. C'était des récits, j'allais dire, un petit peu ethnocentrés sur l'expédition en soi-même, sur le bateau, la difficulté, etc. L'inconvénient, c'est que par contre, dès qu'on parle de l'Antarctique, vu qu'il n'y a pas d'habitants, il n'y a que nos amis manchots, on est vite réduit à s'extasier. En plus, la vie est concentrée vraiment sur le bord, quoi. Donc, on va vraiment chercher l'épopée. Mais moi, j'aime beaucoup ces récits. Je commence maintenant à de plus en plus lire Jean Mallory, en me débarrassant de tout ce que j'ai aussi comme préjugés. Parce que moi, Paul-Émile Victor et Jean Mallory, je pourrais vous en parler pendant des heures. Non. Et toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est que dans ces récits, les humanités, si j'ose dire, ont commencé à pénétrer. Jean-Yves. Oui, on va pas faire de débat là-dessus, mais je veux dire que je considère il y a les enfants polaires de Jules Verne, donc ça commence par Jean-Baptiste Charcot, ça se poursuit par Paul-Émile Victor qui donc a pris le flambeau après, où lui aussi avait parlé un petit peu de Jules Verne, peut-être moins que Charcot, mais un petit peu quand même. Et puis moi j'en viens quand même à Jean Mallory que je connais bien, que je considère comme le successeur, même s'ils n'étaient pas d'accord entre eux, mais en termes d'exploration polaire. Et c'est quand même bon, j'ai eu le plaisir effectivement de le rencontrer lorsque j'ai écrit un livre sur Jules Verne et de le suivre à plusieurs reprises. Il avait un peu une approche un peu différente quand même. Lui, il était vraiment plus tourné vers comment, les personnes, vers le peuple inuit. Il a vécu avec. Il était plus engagé. Bon, comme il le dit. Il dit Jules Verne m'a accompagné contre la mondialisation, contre les folies industrielles des nations conquérantes, etc. Et il a derrière essayé de monter une espèce de géographie sacrée. Les Inuits, ça l'a beaucoup intéressé. Je prends l'exemple, il a écrit un petit livre sur l'allée des baleines. C'est assez extraordinaire dans le détroit de Chukotka, ouais, c'est ça, voilà, je n'avais pas le nom en tête. Et il a vu une allée où il y avait des cercueils de baleines, enfin qui c'était des mandibules, des mandibules qui étaient venus mourir là, et c'était tout aligné dans un ordre assez. Donc, bon, ça, les baleines, c'est une chose, les Inuits, c'en est une autre. Il s'est fait beaucoup d'amis chez les Inuits. Ses 2 enfants portent des prénoms d'Inuits. Et j'ai vu récemment, je ne sais pas s'il le fait, il va avoir 100 ans au mois de décembre, et il a dit « J'irai terminer ma vie chez les Inuits ». C'est vrai qu'il a rajouté, je dirais, une dimension très mystique quelque part. Mystique, oui. Parce que c'est vrai que quand il a écrit Les Dernières Ouates Tulées, déjà, on sent déjà son envie de donner une autre dimension. C'est vrai, il faut quand même rappeler qu'il y a eu une époque, il y a eu beaucoup d'ethnologues, d'anthropologues qui sont partis dans les régions polaires, au point même que l'on dit, pour la blague, parfois, la cellule familiale des Inuits, c'est un homme, une femme, 2 enfants et un ethnologue. Donc, il y a eu une grosse période où il y a eu beaucoup d'études ethnologiques, mais c'est vrai que Mallory a donné, au-delà même de ses études, vraiment une autre dimension de la perception de la civilisation inuite. Il fallait en parler, même s'ils ne sont pas d'accord entre explorateurs. Ils ont Oui, mais ça, eu c'est des pas tensions, grave, mais ce ça. n'est pas un problème. Mais Ouais. Mallory crée son œuvre aussi, et c'est important. Il est encore vivant. Bien sûr. Et bien donc, sûr, bien c'est sûr. un personnage. Maryse. Oui, moi je pense que quelque chose qui a beaucoup marqué les Européens, c'est aussi le film Nanook of the North Bien en sûr. 1922 et qui a fait partie de l'imaginaire qui est soi-disant un documentaire qui en fait n'était pas du tout un documentaire, Non, non. quelque chose qui était Complètement qui a monté. été tourné, monté, etc. Et où on voit des Inuits très joyeux, ce qui n'était pas la réalité, qui a permis à Flaherty, en arrivant en Europe, de bien vivre et de montrer ça
à toute l'Europe, et qui par contre, l'acteur principal est mort très rapidement de faim sur la banquise. Non, mais tu as raison, Maryse. C'est vrai que moi, ce film, je connais un petit peu, et je m'imagine que vous tous dans l'assistance, vous le connaissez. Donc, Nanook of the North, 1922, donc tourné avec des Inuits en milieu naturel, donc dans des conditions quand même extrêmement difficiles. Flaherty a fait un premier film qui a d'ailleurs brûlé, donc il a fallu qu'il y retourne, et donc il était financé par les fourreurs Révillon. Et donc ça, c'était aussi évidemment, effectivement, un film tout à fait fondateur et tout à fait intéressant, et qui était en salle à l'époque. Premier documentaire en salle, en muet, qui a eu une nouvelle version après, sonorisée d'ailleurs, que j'ai eu aux États-Unis. Avec de nombreux prix. Avec de nombreux prix, évidemment. Ça a été un très très grand succès du film documentaire, évidemment, qui a marqué les esprits, même si on a en tête les séquences où il y a toute la famille qui sort du kayak et tout ça. Donc là, ça a complètement alimenté notre imaginaire, et depuis des périodes où il n'y avait pas beaucoup non plus de films ou d'informations, évidemment, c'est venu, c'était pas fake news, mais presque à l'époque, mais c'était au moins un documentaire déjà très scénarisé, on va dire. Pour en venir à ton livre, Olivier, moi quand même ce qui m'intrigue, et puis il faut en parler quand même, tu nous fais penser comme un iceberg. Et donc là, pour l'imaginaire, notre imaginaire à tous ici, ça nous interpelle. Et donc là, il faut que tu nous en dises un petit peu plus quand même. Oui, alors la formule est un clin d'œil. Hein. Le titre est un clin d'œil à une formule assez connue, sinon très connue, d'un écologue américain qui s'appelle Aldo Leopold, et qui est mort en 1948, mais son livre Almanach d'un comté des sables a été publié en 1949, et dans ce livre, vous avez un petit chapitre qui s'appelle Penser comme une montagne. Son point de vue est simple, il s'adresse à ses amis vachers, il dit il faut considérer l'ensemble de l'écosystème avec tous les êtres qui le peuplent pour en fait avoir le bon point de vue sur la gestion en fait de ce milieu-là. C'était une discussion interne aussi sur le maintien ou pas des loups, par exemple. Mais il disait, s'il n'y a pas de loups, on ne pourra pas réguler la population des cerfs, et à ce moment-là, la plupart des petits arbustes seront rapidement défoliés, etc., etc. Il disait, seule la montagne, en quelque sorte, a l'intelligence totale de ce milieu écosystémique et peut comprendre le sens du hurlement du loup lorsque celui-ci décide d'élever la voix. Donc c'est un clin d'œil à cette formule-là, penser comme un iceberg, parce que en travaillant, je me suis rendu compte, et notamment en adoptant assez régulièrement la méthodologie suivante, c'est-à-dire comparer, mettre en équilibre des équilibres, évidemment dynamiques, toujours. Il faut que ce soit du win-win en quelque sorte. Les récits des explorateurs occidentaux et les récits des populations autochtones. Je me suis en fait rendu compte que, à bien des égards, les masses de glace étaient considérées comme des êtres vivants, des entités expressives, influentes, qui faisaient partie des relations sociales étendues au monde entier. Et par exemple, on trouve un très très beau récit dans beaucoup de textes et de sources orales également, où les icebergs qui ont les pointes, les sommets troués, par exemple, sont considérés comme des tunnels de réincarnation. Des lieux de passage, en effet, pour les âmes, ou cette partie qui, dans les âmes, dans la mythologie inuite, peut se réincarner. Mais ce qui est fascinant avec les icebergs, j'ai pris l'iceberg parce que c'est un exemple limite, j'aurais pu dire penser comme un glacier, mais ce qui m'a intéressé dans l'iceberg, c'est que justement, c'est ce morceau du glacier qui s'échappe, et puis qui véhicule dans l'imaginaire occidental quand même l'image de la désolation, de la mort, de la solitude, de l'exil, etc. Et à bien des égards, non, c'est une arche biologique d'un point de vue scientifique, et pour bien des populations locales, c'est donc un tunnel de réincarnation possible lorsque il y a un trou sommital. Et l'avantage de l'iceberg, c'est qu'il se retourne. Quand il s'érode, hein, vous le savez, il commence à diminuer un peu de volume et arrive à un point de déséquilibre où ce qui est en haut devient en bas et ce qui est en bas redevient en haut. Et à ce moment-là, la question se pose. Mais si je m'échappe, si mon âme s'échappe vers le ciel, je deviens un tel oiseau. Mais si évidemment le trou se retrouve dans les profondeurs de la mer,
que deviens-je? Et à ce moment-là, par exemple, je me réincarne en phoque. Et par exemple, je vais me nicher dans cette chevelure épaisse de la déesse Sedna, qui est la déesse de la mer dans la mythologie inuite. Et il y a une richesse donc incroyable de cette simple entité matérielle, physique, qu'on nomme, nous, iceberg, chez ces populations-là, qui me semblait à bien des égards intéressante, parce que d'un autre point de vue aussi, ce sont les mêmes individus, et on en convient évidemment nous-mêmes, en tant que scientifiques également, qui chassent près de ces icebergs, qui trouvent de quoi se nourrir, etc. Donc ce sont aussi des arches biologiques pour Donc les régions polaires ne sont pas que de l'effroi et des ténèbres. pour reprendre le titre de Christophe Reinsmar, Exactement. de l'effroi et des ténèbres. On va peut-être prendre quelques questions dans l'Assemblée, peut-être, pour ouvrir le débat. Excusez-nous, on a beaucoup de mal à vous voir parce qu'on a des flashs qui nous... Je pense que le front de notre ami Dugast va bronzer. Y a-t-il des questions? Parce qu'il y avait des questions sur la politique, la géopolitique, les sciences dures, mais parler de l'imaginaire, je pense que ça fait du bien aussi. Bon, venez-vous. Oui, Une c'est question Laurent. pour Stéphane. On a parlé de cartes, et tout d'un coup, je m'inquiétais de savoir si Stéphane avait bien intégré une nouveauté qui remonte à décembre 2021, donc vraiment récent, à savoir que la France a décidé de nommer une baie en Antarctique, près de Port-Martin, en Terre Adélie, la baie Michel Rocard. Et donc, en novembre, le préfet des TAF et le directeur de l'Institut polaire sont allés déposer une plaque à l'effigie de l'ancien Premier ministre, et puis avec un texte expliquant que voilà, le protocole de Madrid, etc., etc. Est-ce que tu as intégré ça dans tes cartes, cher Stéphane? Alors, le livre est sorti en octobre, et c'est un devoir de confinement. Mais j'en profite juste, et pour l'annoncer aux autres, que j'ai entre-temps fait un film qui s'appelle Odyssée blanche, où je raconte les expéditions polaires françaises mécanisées d'après-guerre. Donc Victor, qui tous les moyens que vous avez vus sur le débarquement en Normandie, l'applique à l'expédition polaire, ce qui change le paradigme des expéditions polaires et va permettre à des Français d'aller sur les 2 calottes glaciaires, au Groenland et en Antarctique. Et qu'il y a un moment dans cette histoire, l'Antarctique, les gens, ces bons gens, donc Claude Lorius faisait des trous dans la glace, je vous en passe, et des meilleurs, ils nous ont permis de comprendre le climat de la planète. Et il y a un moment, ce traité est menacé, et j'ai rendu je ferai parvenir le film, j'espère, un bel hommage à Michel Rocard et à tout son travail avec Robert Hauck, et qui aidait Jacques-Yves Cousteau, aidait tous les polaires, Lorius et Victor, a permis au monde de comprendre que l'Antarctique était un bien précieux pour l'humanité, une terre de science et de paix. Donc je ne l'ai pas rendu malheureusement sur l'Atlas, je vais faire un correctif, mais je l'ai rendu hommage dans un film. Une deuxième édition. C'est vrai que la toponymie est importante. On en a parlé hier avec Fabrice Argounès, parce que du point de vue géopolitique, la toponymie est importante. Et c'est vrai que d'avoir une baie Michel Rocard, ça me semble tout à fait aussi intéressant en Antarctique. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, devant. Vas-y, Catherine. On a vu dans ces œuvres, sculptures, peintures, gravures, un imaginaire assez extraordinaire qui se ressent d'ailleurs rien qu'en les regardant. Je voudrais savoir si vous pourriez nous parler d'auteurs ou cinéastes autochtones. Alors là, c'est une question un peu plus difficile. Il y a très peu d'auteurs. Il y a eu quelques livres qui ont été publiés par des Inuits, dont un qui a été dernièrement traduit par un de mes amis, Marc-Antoine Mailleux, qui l'a traduit. Je peux vous renvoyer les titres parce que là, je ne les ai pas complètement de Tahamoussini, mais après, le titre exact, je ne l'ai pas. Il y a très peu d'auteurs inuits parce que la langue inuite était une langue orale. Il y a très peu de temps que la langue inuite est une langue écrite. Elle a été faite par un missionnaire pour évidemment traduire la Bible. Donc, c'était le but premier. Et donc, il y a assez peu d'auteurs. Par contre, il y a maintenant effectivement des films qui sont faits par des Inuits. On le trouve beaucoup. Alors, moi, je peux que donner ces plateformes. C'est l'Office national du film canadien, où il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver en accès libre, avec beaucoup de films autochtones, pas qu'inuits, mais il y en a un certain nombre maintenant avec, je pense à un film, je suis en train de chercher son titre en français, sur le phoque,
et les problèmes qu'ont eu les Inuits avec le bannissement de la peau de phoque en Europe. Et donc là, ça a été vraiment un gros problème pour la société inuite. Et donc, il y a tout un film qui a été fait là-dessus. Il y a un certain nombre de films qui sont maintenant, qui existent, qu'on peut trouver sur le NF. Olivier, tu veux compléter? Oui, non, juste pour ajouter, il y a aussi la plateforme Izuma de Zacharias Izuma, oui. Kunut. Zacharias Kunuk. Ouais. Voilà, avec ce fameux film Oui, à Tanar Jurat qui Zacharias Kunuk est vraiment un des grands acteurs, je Ah pense, qui change complètement de vision des choses, de l'imaginaire, entre l'imaginaire inuit et l'imaginaire occidental, parce qu'il crée justement une nouvelle passerelle avec son film, évidemment, Atanar Juat, qui a été qui a reçu un prix à Cannes il y a maintenant plus d'une vingtaine, hein, qui était, enfin pas le Palme d'Or, mais il a reçu je crois le premier film, enfin je ne sais quoi, il a eu un très grand prix. Et l'œuvre de Zacharias Kunuk est malheureusement, parce qu'il a fait d'autres films que j'ai vus et qui sont malheureusement très peu connus chez nous, et c'est évidemment une autre vision des choses. Et ce qui est vraiment intéressant avec Zacharias Kunuk, c'est que lui vit à Igloolik, hein, donc dans le Grand Nord canadien, et une petite anecdote que moi j'ai vécue sur le terrain, pour dire que lui, il est vraiment sur le terrain, il vit sur le terrain. Je me rappelle d'une période où j'étais dans l'Arctique canadien et son papa, qui était très âgé, qui avait plus de 80 ans à l'époque, il était parti à la chasse sur la banquise, seul, en motoneige. Et au bout de quelques jours, il n'est pas rentré. Donc évidemment, là, on va dire aussi l'imaginaire s'est enflammé et on va dire, il a disparu, il est passé dans un trou de banquise. Et donc les journaux parlaient aussi de la disparition du père de Zacharias Kunuk, qui est quand même maintenant un réalisateur connu au Canada. Et un mois plus tard, ils ont vu revenir au village un vieux monsieur de 80 ans qui avait passé un mois seul sur la banquise, avec sa hache et son couteau et son fusil, mais je crois qu'il n'avait plus beaucoup de balles. Et je pense que aussi là, la dimension imaginaire vient aussi. Est-ce qu'un occidental, évidemment, même quelqu'un de très averti, très entraîné, aurait pu survivre un mois sur la banquise, seul, au-delà même des problèmes physiques? Mais est-ce que là, justement, cette dimension cosmologique, imaginaire, évidemment, permet aussi cette perception de l'environnement complètement différemment que nous, on pourrait l'avoir aussi, je pense. Et ça, c'était vraiment un exemple tout à fait symptomatique que le père d'un des grands réalisateurs inuits du Canada rentre comme ça après un mois d'errance sur la banquise, seul, alors que tous les moyens avaient été faits pour le retrouver. Eh bien, lui, il avait réussi à survivre. Et cette dimension aussi de survie dans ces milieux extrêmes aussi est liée aussi, je pense aussi, à l'imaginaire qu'on peut en avoir aussi. Oui, et puis même, si je peux juste me permettre, Bien sûr. à la dimension physique de cet imaginaire-là, c'est-à-dire que cet homme-là, en l'occurrence, aura sans aucun doute réussi à survivre, ou à vivre selon les conditions, donc sans mobiliser, par exemple, le sens de ses yeux. Il aura pu mobiliser les autres, c'est-à-dire s'orienter dans ce paysage particulièrement hostile, parfois quand même, faut-il le rappeler, avec l'odorat, à la faveur du vent, avec le toucher, où parfois, en fonction du sens des crêtes de glace, on arrive à savoir si on est près d'une côte ou pas. L'ouïe, ce genre de choses. Et là, c'est effectivement une palette du dispositif sensible. Enfin, on en est amputé, nous, tout simplement. Complètement. Et Stéphane. Oui, je voulais juste compléter qu'il n'a pas eu besoin d'un gros navire pour aller chercher, il n'a pas eu besoin d'un hélicoptère. En plus, je fais référence à deux explorateurs, dont un que j'adore, Borgeus Land, mais c'est pas bien. C'est pas bien. D'autres questions? Oui, bonjour. Bonjour. Moi, j'aurais une question par rapport à l'unité de l'imaginaire européen que vous évoquez. Je suis historien, donc je m'intéresse un peu à la question des expéditions. Je voulais savoir si, selon vous, on peut parler de plusieurs imaginaires européens, notamment entre français et britanniques. Stéphane Dugas, vous avez évoqué la mémoire un peu inégale entre les explorations françaises et britanniques. Selon vous, est-ce qu'il y a des différences importantes dans ces imaginaires, ou est-ce qu'il faut au contraire parler d'un imaginaire européen? J'aurais tendance à pas vous répondre comme ça, à vous dire c'est plus sur pour moi, en ayant compulsé tout ce qui a été explorateur, portugais, espagnol, anglais, parce que ce livre-là, il n'est pas que seulement sur le polaire. Ce qui est intéressant, c'est les valeurs intrinsèques humaines de l'explorateur. Est-ce qu'il était guidé par une quête exclusive de richesse,
Martin Frobisher, quand il est monté là-haut dans le passage du nord-ouest, qu'il a promis monts et merveilles et qu'il a découvert finalement un minerai qui n'était pas de l'or. Et pareil, Kerguelen qui avait promis monts et merveilles, etc. Les écrits sont très peu denses, sont très peu humains, sont très peu riches. Donc on en fait un récit qui est un petit peu plat. Et à l'inverse, l'âge d'or et l'âge héroïque de l'exploration va exalter cette expédition. Mais ce qui est intéressant, c'est que deux expéditions, je vais les mettre un petit peu en parallèle. L'expédition de Shackleton, qui est la quintessence même de l'exploration, qui a tous les ressorts dramaturgiques pour faire le bon film, le bon récit, le bon, etc. Et vous avez cette expédition a bénéficié des photographies de Worsley, qui ont permis de donner Orley, pardon, de donner un pouvoir accélérateur. Et à l'inverse, le Norvégien Otto Nordenskjöld, beaucoup plus austère, qui a vécu aussi une expédition assez dramatique, mais qui a ramené tous ces hommes dans un exploit qui est... Alors, on ne va pas mettre des comparaisons, mais il n'a pas bénéficié du photographe. Son récit, je l'ai lu là, il y a 2 mois, justement sur le Charcot, pour m'en imprégner. Il est un peu plat, et en plus, il a mis dedans le récit d'un de ses professeurs, et c'est vite très très chiant, pour être mal poli. Donc non, je ne ferai pas de différence. Je ferai une différence, c'est je pense après, plus on avance dans le temps, dans la pédagogie de l'explorateur, parce que, et Jean-Louis Etienne, je vais le citer, on va le prendre en exemple, et vous lisez ses récits d'expédition, mon pôle intérieur, etc. Il arrive à se mettre en scène, à le raconter. C'est un conteur. Quand il est sur scène, il vous embarque, et vous avez d'autres explorateurs qui vous diront mais moi j'ai fait 10 fois plus dur que lui. Lui, ce qu'il a fait, c'est gnognotte, puis il nous embête, mais il a un talent indéniable de conteur. La narration, évidemment, est importante pour l'imaginaire. Et là, justement, Jean-Yves, je voulais revenir vers toi, parce que justement, c'était la force de Jules Verne. C'est que lui, en plus, qui a été traduit, Jules Verne, dans X langues, donc ça veut dire qu'il a touché l'imaginaire d'une population occidentale, voire même plus au-delà, et donc avec ces mêmes récits, quelque part, et donc il a pu toucher aussi l'imaginaire de bien d'autres populations, avec d'autres cultures. C'est vrai, traduit dans plus de 120 langues, donc ça permet effectivement d'élargir. Je voulais juste donner un contre-exemple et dire qu'il s'est aussi trompé, Jules Verne, sur le pôle Sud. D'abord, dans 20 milieux sous les mers, le capitaine Nemo passe en sous-marin sous le pôle. Bon, c'était pas évident, c'est pas gagné ça. Et il a écrit en 1897 un livre qui s'appelle Le Sphinx des glaces, qui en fait est une suite qu'il donne à un roman d'Edgar Poe, qui est Les aventures d'Arthur Conan Pym. Voilà, donc il y a aussi des bons écrivains anglais. Sans aucun doute, mais aussi qu'on fait marcher les imaginaires à plein, quoi. Mais sur le pôle Sud, ils n'étaient pas très bons parce qu'on ne savait rien en fait à l'époque. Oui, mais justement, c'est ce qui permet justement d'aller au-delà et d'imaginer à peu près tout ce qu'on veut. Là, c'était évidemment très fantaisiste. D'autres questions, Olivier? Il pourrait juste y avoir une réponse à votre question, monsieur, sur l'éventuelle pluralité des imaginaires européens. À partir d'une histoire des techniques, je pense. C'est-à-dire que peut-être quand même les Anglais, par exemple, ont-ils été assez endurants dans leur capacité à conserver leur propre technique ou leur propre absence de technique, parfois, c'est ça, à la différence d'autres personnes, groupes ou traditions peut-être culturelles, mais n'essentialisons rien, ne caricaturons rien, mais disons que c'est évident que par définition, peut-être aussi que les explorateurs, exploratrices liés aux régions nordiques étaient, pourquoi pas, à partir d'un certain moment, pas toujours, mais plus proches des techniques des populations locales, y compris les vêtements, le type de traîneau, comment être léger, comment accepter de ne pas se déplacer avec des boîtes de conserve, par exemple, ou des costumes 3 pièces, vous voyez, ou avec des traîneaux hyper lourds, mais plutôt le traîneau à ski, type léger, quoi, etc. Ce serait peut-être une réponse très concrète à votre question. Et pour compléter aussi, moi j'ai eu la chance de visiter les 2 baraquements qui restent en mer de Ross, celui de Scott et celui de Shackleton, près de la base McMurdo. Et là, au-delà même de la nationalité, c'est la personnalité de l'explorateur. Parce que quand on rentre dans la maison où était l'expédition Scott, on voit que c'était très militaire, très organisé, très sectorisé entre les officiers et ainsi de suite.
l'espace du commandant. Quand on rentre dans la baraque où a vécu Shackleton avec une partie de quand il a fait sa tentative vers le pôle sud, on est dans quelque chose de beaucoup plus convivial, de moins sectorisé, avec une hiérarchie qui apparemment est beaucoup moins apparente dans le site. Et donc je pense qu'au niveau de la narration, au niveau de ce qui a pu être ramené de ces expéditions-là, la personnalité, même au-delà même de la nationalité, intervient énormément, je crois. Donc, et d'ailleurs, Scott est allé jusqu'au bout, il y a laissé sa vie, alors que Shackleton, quand il a fait sa tentative, il s'était arrêté à 150 km du pôle. Et donc on voit bien qu'il n'y avait pas du tout la même motivation. Et donc c'est là qu'il a tenté le pôle et qu'il n'a pas pu y aller. Et il a préféré rentrer plutôt que de mourir, ce qui paraissait plutôt intelligent, on va dire. Et qu'il a écrit à sa femme, évidemment, j'imagine que vous préférez un âne vivant qu'un lion mort. Bon, il fallait quand même pouvoir se le permettre. D'autres questions? Où on va conclure et passer la parole là-haut, là-haut, là-haut. Une dernière question alors. Là-haut. Vas-y Alain, c'est la dernière. Un grand merci en tout cas. Bonjour. Où en est le projet de Jean-Louis Etienne? Il devait faire un projet J'ai eu des nouvelles hier. Je pense que le problème le projet de Jean-Louis était tout à fait extraordinaire. Et d'ailleurs, il excite complètement les imaginaires. Et donc, c'est une très bonne question, je dirais, en conclusion. C'est vrai que l'idée de Jean-Louis, que Jean-Louis porte depuis une dizaine d'années, est tout à fait... une bonne dizaine d'années, on va dire, est tout à fait extraordinaire par l'inventivité, par l'ambition. Bon, il semblerait que malgré tout, construire un engin, on va dire, on va pas dire un bateau, plus le bateau associé, ce soit relativement compliqué. Il semblerait aussi que les approvisionnements et les coûts des matières premières actuelles qui s'envolent, eh bien, ce soit pas du tout favorable à la mise en place du projet, au moins dans l'immédiat. C'est les dernières informations que j'ai, mais il faut Jean-Louis a beaucoup apporté à la connaissance du région-là. Et puis, comme le disait Stéphane, il a aussi beaucoup apporté justement, un petit peu en continuation des grands auteurs et des grands explorateurs français, une autre dimension, plus contemporaine évidemment, mais tout à fait importante pour les générations à venir. Et je pense que l'œuvre de Jean-Louis va beaucoup marquer les esprits pour ça. Avant de laisser la place à Laurent Maillet, qui va nous faire un petit mot de conclusion, j'espère, Laurent. Et en tout cas, un grand merci d'être là. Je voudrais terminer par le mot de conclusion du livre de Olivier. Les icebergs. Les icebergs sont des professeurs, d'autant plus utiles. Ils nous enseignent que tout être est un monde qui rassemble d'autres êtres et conjugue d'autres mondes. Ils nous rappellent que la vie fourmille dans les lieux les plus vides en apparence. Ils nous invitent à nous rendre parfois indiscernables pour mieux coexister avec l'ensemble des vivants. Les icebergs sont des colosses discrets, des antidotes au narcissisme. Entre eux repose la sauvegarde du monde. Il est temps de penser comme un iceberg. Merci à tous. Merci pour ce beau colloque. Et puis, je vais donner la parole à Laurent Maillet pour un mot de conclusion. Laurent, si tu veux bien nous rejoindre. Bon, il me revient de combler le dernier moment qui, en général, est le plus mal vécu, parce qu'on en a marre, on veut partir. Et par-dessus le marché, je n'ai aucun thème. Et enfin, j'ai une sinusite, donc je remercie beaucoup Rémi de cette situation privilégiée. Alors, plus sérieusement, donc pour dire un mot autour de cette thématique, les régions polaires, quels enjeux pour l'Europe? Je me suis dit que, quitte à dire un mot, autant revenir sur la thématique même je suis confus de ne pas avoir pu suivre tout ce qui s'est dit d'intéressant, j'en suis certain. Mais très rapidement, quels enjeux pour l'Europe? Alors moi, l'Europe, j'ai entendu l'Union européenne, mais l'Union européenne, c'est pas très beau dans un titre, mais c'est comme ça que j'ai entendu votre intitulé. Commençons par très succinctement l'Antarctique. Là, ça va aller très vite. Vous savez que l'Union européenne n'a aucune représentation dans le traité sur l'Antarctique. L'Union européenne n'existe pas, et donc on peut parler d'Antarctique si on veut à Bruxelles. On peut parler d'Antarctique dans les cercles savants européens, EU Polar Board et EU Polar Net et quelques autres formations. Mais pour autant, l'Union européenne n'existe pas, n'a pas voix au chapitre
et n'est pas la bienvenue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un petit drapeau, voilà, comme dans les réunions internationales, il n'y a pas un petit drapeau il n'y a pas de délégué européen. Alors bien sûr, il y a des États, des pays membres européens, notamment les Français. Eh bien, sachez que la France est le seul pays qui a décidé d'avoir une station qu'elle partagerait avec un autre pays. La station s'appelle Concordia. Et on la partage avec les Italiens, donc un autre pays membre de l'Union européenne. Et quand on a construit cette base, on s'est dit, allons plus loin, on va en faire une base européenne. Ah non, ça n'a pas été bien entendu, et on a demandé à ce que ça reste une base franco-italienne. Donc c'est pour vous dire que même une initiative portée par des pays membres pour finalement en faire un outil de travail et de recherche logistique au service des petits copains de l'Union européenne, eh bien, on n'en a pas voulu au traité antarctique. C'est pour vous dire que le traité antarctique est quand même une organisation assez fermée. On ne veut pas des Nations Unies, on ne veut pas comment dirais-je, de l'Union européenne, et ainsi de suite. Alors, encore une fois, ça n'empêche pas d'engager toute espèce de collaboration avec nos collègues allemands, espagnols ou autres. Mais pour autant, retenez que à la question quels enjeux pour l'Union européenne s'agissant de l'Antarctique, ça reste pour l'instant assez bouché, on va dire. Alors l'Arctique maintenant, c'est heureusement beaucoup plus ouvert, et je pense qu'il en a été question largement pendant ces 2 jours. Eh bien, je suis assez content de dire quelques mots aujourd'hui, parce que il se trouve que je suis entré vraiment dans la politique européenne ou dans la diplomatie sur l'Arctique à l'occasion de la préparation d'une résolution. J'en mentionnais tout à l'heure la première résolution du Parlement européen sur l'Arctique, qui s'appelle Arctic Governance, du 9 octobre 2008, dans laquelle eh bien, une association de gens inspirés, qui peut-être n'avaient pas tous les éléments en main, mais peu importe, a proposé un traité de protection de l'environnement arctique. Et si d'aventure ce traité s'avérait problématique, eh bien, on pourrait toujours le réduire à l'océan Arctique central. Alors évidemment, ça a créé beaucoup de réactions très passionnelles, je devrais dire, de la part en particulier des Norvégiens, mais également des Russes, des Canadiens. Et pour Monsieur Rocard et moi-même à ses côtés pendant des années, eh bien, ça a été une casserole qu'on a très chèrement payée, puisque nous étions les utopistes qui n'avaient rien compris à la réelle politique de l'Arctique, laquelle devait se résoudre dans les questions d'hydrocarbures et de poissons. Si je le rappelle aujourd'hui, c'est pour dire que ce qu'on a raillé, eh bien, en fait, a été finalement adopté. Parce que même si monsieur l'ambassadeur de Norvège a mis un point d'honneur à rappeler que l'Arctique n'est pas un vide juridique, il y a du droit, il y a le droit de la mer. Entre parenthèses, pour ceux qui connaissent le droit de la mer, ça n'est pas un système de gouvernance, c'est le droit qui permet de fabriquer de la gouvernance. Songez par exemple à la pêche. La pêche, une fois que vous avez dit les zones économiques sont à vous et à vous, eh bien, il faut fabriquer ce qu'on appelle les ORGP, les organisations de pêche, qui, elles, vont gérer la pêche. Donc il y avait là une forme un peu de sophisme, si je puis me permettre, même si je ne me permettrai pas de critiquer notre collègue norvégien tout à fait remarquable. Pour autant, encore une fois, il est important de rappeler qu'il y a là des questions qui sont non résolues. L'Arctique n'est pas un vide juridique, mais il y a des outils de gouvernance dont on a besoin. Et c'est là que je voulais en venir. Eh bien, il se trouve qu'en 2015, les États côtiers se sont réunis à 5, parce qu'à l'époque, il n'était pas question d'inviter un Islandais, un Finlandais ou un Suédois, encore pire un Français ou un Espagnol, bien sûr, à la table. Et donc, ils discutaient entre riverains, États-Unis, Canada, Norvège, Danemark, Groenland, et puis, lequel j'ai oublié, Russie, bien sûr. Et puis, lorsque les Américains ont pris la main, eh bien, les Américains ont compris que pour eux,
l'enjeu intéressant dans l'Arctique, c'était la coopération internationale. Ça n'était pas de dire l'Arctique américain, c'est à moi, l'Arctique norvégien, c'est à moi. C'est la coopération internationale. Excusez-moi, j'ai une sinusite carabinée qui m'oblige à me désaltérer. Donc, on est passé alors de réunions ouvertes où non seulement les 5 côtiers ont ajouté Finlande, Suède et Islande, mais également les grands pêcheurs, les États pêcheurs, y compris les pays pratiquant la pêche lointaine, c'est-à-dire la Chine, la Corée, le Japon, etc. Et c'est ainsi qu'on est arrivé à un accord juridiquement contraignant de prévention de la pêche non réglementée dans la haute mer de l'océan Arctique central. Pardon pour cet intitulé un peu barbare, mais enfin c'est son nom. Un accord, en tout cas, entendez par là qu'on a créé une convention multilatérale, ou si vous préférez, un traité sectoriel, puisqu'il s'agit de la pêche, qui a donc mis en place un moratoire dans l'Arctique, comme on a pu le faire par le passé, on en parlait tout à l'heure, avec l'Antarctique, s'agissant des ressources naturelles. Alors bien sûr, si nos collègues étrangers arctiques étaient présents, je ferai un peu plus dans la dentelle, mais là, nous sommes entre nous, et donc on peut se parler franchement, et rappeler qu'en effet, pour ce qui concerne ces questions, eh bien, la France est au travers de l'Union européenne, puisque bien sûr, c'est la Commission européenne qui nous représente lorsqu'il est question de pêche, compétence communautaire exclusive, eh bien, nous sommes arrivés à un traité sur la pêche, si on veut, qui instaure un moratoire jusqu'en 2036, puisque vous avez peut-être lu dans les journaux que cet accord est entré en vigueur en juin 2021. Et donc, pendant 16 ans, eh ben, on ne pêche pas dans l'océan Arctique central, qui n'est pas le tout de l'océan. Ceci pour dire que M. Rocard n'est plus de ce monde, mais j'ai longtemps travaillé à ses côtés. Moi-même, j'ai quitté la diplomatie et je suis maintenant dans la recherche et l'éducation sur les pôles. Nouvellement, le ministre m'a nommé délégué pôle pour l'éducation et la recherche. Mais je n'ai plus de fonction diplomatique, ce qui me permet d'ailleurs de vous parler aussi librement que je suis en train de le faire ce soir, qui sied, à mon avis, à un événement culturel comme celui que Rémi Marion a organisé. Mais retenons qu'en définitive, cette idée d'un traité a été non seulement entendue et suivie, mais qu'elle est devenue effective. Et si je rappelle cet élément-là, c'est aussi pour que nous ayons à l'esprit un enjeu pour l'Europe majeur, qui peut-être n'est pas toujours mis suffisamment en exergue. Eh bien, c'est la possibilité de jouer la carte de la diplomatie scientifique dans la diplomatie arctique pour l'Union européenne. Puisque vous savez, vous n'êtes pas sans savoir qu'au Conseil de l'Arctique, l'Union européenne est au fond de la salle, n'a pas droit à la parole, n'a pas le petit carton ou le petit drapeau dont les observateurs sont gratifiés désormais. Donc c'est vraiment une sorte, alors on le qualifie d'invité permanent, mais il faut bien voir par là que c'est une comment dirais-je, une situation assez humiliante au plan diplomatique, puisqu'elle dure depuis au moins une vingtaine d'années. Eh bien voilà pour l'Union européenne une carte à jouer. C'est-à-dire que l'Union européenne étant partie à ce traité, à cet accord, elle a toute latitude pour désormais investir le champ délimité par ce bout de papier, si je puis dire. Or, ce bout de papier, qu'est-ce qu'il dit? Entre autres choses, que dans les 2 années qui vont suivre l'entrée en vigueur, eh bien, on va mettre en place un programme de recherche et de surveillance associant les chercheurs de toutes les parties à ce traité pour essayer d'en savoir un peu plus sur l'Arctique. Et ce faisant, on sera alors en mesure de savoir si, au bout de 16 ans, on va plutôt vers une exploitation durable de l'océan Arctique, encadrée, ou si on maintient le moratoire, qui d'ailleurs sera reconduit tacitement pour 5 ans, si d'aventure aucune des parties ne demandait l'inverse. Donc vous voyez que parfois ce sont les mots qui gênent, parce que en effet, parler d'un traité qui, à propos de l'Arctique,
a pu donner à penser qu'on voulait faire un deuxième Antarctique, un second Antarctique, et on comprend que ça puisse faire peur, puisque l'Antarctique, c'est le gel des revendications territoriales par excellence, donc évidemment pour des pays souverains comme la Norvège ou les États-Unis. Mais donc ça, c'est un point qui me semblait important de mettre en avant, à savoir qu'il y a un enjeu de diplomatie scientifique majeur pour l'Union européenne. De toute façon, si je puis me permettre une remarque encore très libre, s'il n'y avait pas la guerre en Ukraine, et si les Russes assuraient leurs réunions, assuraient la présidence des réunions du Conseil de l'Arctique, qu'est-ce que l'Union européenne pourrait attendre d'une présidence russe? Rien du tout. Donc de toute façon, l'Union européenne savait qu'elle était au placard pendant 2 ans. D'une certaine manière, cette situation de suspens des réunions va obliger l'Union européenne à déployer des trésors, en tout cas à se positionner. Et alors, évidemment, le problème de la partie russe va se reposer sur ce projet de programme scientifique de recherche. Mais en tout cas, là, l'Union européenne est pleinement légitime. Elle est partie à ce traité et représente 27 pays. Donc c'est quand même un certain poids. Alors, je veux pas, comment dirais-je, trop ajouter à ces éléments de conclusion, mais moi je retiendrai que pour l'Antarctique, au niveau européen, tout reste à faire. Et il y a encore aujourd'hui sur la table des beaux projets. Par exemple, il y a encore quelques jours, on regardait un projet qui consisterait à être une sorte de cheval de Troie, qui serait porté par les Français notamment. C'est-à-dire qu'on fabrique un instrument scientifique qui va être mis en Antarctique. On y associe les Espagnols et peut-être d'autres. Et ensuite, on le labellise Europe, Union européenne. Ce serait là un tour de passe-passe. C'est-à-dire que si on arrive avec le drapeau européen et les fonctionnaires européens derrière, on ne passera pas. En revanche, si France, Espagne, voilà, il y a un projet, en l'occurrence c'est un projet de télescope, eh bien c'est le pied dans la porte, c'est le cheval de Troie. Et une fois que la structure mutualisée sera en place, eh bien, elle sera considérée comme étant également une structure européenne. Voilà le genre de projets qui aujourd'hui sont dans la Manche. Ça, c'est pour l'Antarctique. Après, le problème, c'est que au plan diplomatique, si la Commission européenne se met à mettre de l'argent sur des projets antarctiques, les pays antarctiques ne vont pas être contents. Et donc, ça va mal se passer. Donc, ça ne peut se faire que par la bande, si je puis dire. C'est-à-dire financer des projets avec des pays membres européens, mais sans pour autant financer un projet européen. Vous voyez où parfois nous en sommes dans la diplomatie. Ça tient parfois à très peu de choses. Et donc, je terminerai sur l'Arctique, puisque je pense que c'est quand même l'Arctique qui a occupé majoritairement votre événement, n'est-ce pas, Monsieur Marion? Oui, c'est ça. Hein. Donc, sur l'Arctique, il se trouve que moi, je m'intéresse maintenant plus à la science, aux enjeux d'éducation et aux enjeux de recherche sur les pôles, puisque le ministre Blanquer, en fin de mandat, m'a nommé il y a quelques jours. Donc, on est en train de réfléchir à la manière dont on peut faire, et toutes les idées, que ce soit Charcot, que ce soit Philosophie comme un iceberg, Jules Verne et Larry Nui, toutes les idées sont bonnes, puisqu'il s'agit maintenant d'arriver à déployer la dimension culturelle de l'Arctique. Mais pour autant, quand on parle d'éducation et de science, on fait encore de la diplomatie. Parce que moi, ce que j'ai appris en n'étant pas diplomate, c'est que justement, toute une partie de la diplomatie, elle se fait sans les diplomates. Et c'est d'ailleurs ce qui fait qu'elle marche mieux parfois que la diplomatie scientifique au sens de la diplomatie par la science. C'est la carte majeure dans l'Arctique et c'est la carte majeure en Antarctique. Donc profitons-en. Et donc je conclurai sur ces mots en disant que nous avons là une opportunité qui est ratifiée par 10 pays, y compris les Russes. Les Russes ont ratifié l'accord. Eh bien, développons ce projet d'observatoire arctique, on va dire, et en n'oubliant pas que cet accord pourrait très bien à terme devenir la base d'un autre accord sur un autre secteur. C'est-à-dire qu'au plan juridique,
on a fait un accord sur le poisson, on n'a pas le droit de pêcher de poisson dans l'océan Arctique central. En réalité, c'est une convention multilatérale qui pourrait très bien à terme devenir la plateforme. Et là encore, on irait vers, comment dirais-je, une sorte de traité renforcé. Voilà, bon, ce sont des idées que je voulais librement vous exposer. En tout cas, je vous remercie de l'attention que vous avez encore réussi à prêter à la fin de cette journée. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Merci Laurent.